serait une magnifique coïncidence que les 10 ans d'Ushuaïa TV coïncident avec un moment de sagesse de l'humanité à la conférence de Paris en décembre 2015. Je m'appelle Hugo et j'ai 10 ans. Je m'appelle Manon et j'ai 10 ans. Je m'appelle Walter. Tess. Léon. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Ushuaïa TV, c'est avant tout la rencontre de l'homme avec la nature. J'aime bien les documentaires avec des animaux. C'est la découverte, c'est le voyage, des moments très concrets de partage. Je regarde des documentaires sur les peuples. Ushuaïa TV, c'est à mes yeux un passeport vers une autre forme de citoyenneté plus planétaire. C'est des milliers d'images, c'est surtout des milliers de rencontres avec des gens passionnés et passionnants. Ushuaïa TV, c'est aussi pour moi le prolongement de ce que je peux vivre sur Koh Lanta un peu partout dans le monde. Pour moi, Ushuaïa TV, c'est vraiment une évocation du voyage et du partage. Ushuaïa TV, pour moi, c'est aussi, peut-être même surtout, une source d'émotion. Dans les plus beaux reportages que j'ai vus sur Ushuaïa TV, je me souviens très bien d'un reportage sur les hommes fleurs qui m'avait fascinée. Cette immensité totalement blanche, c'est quelque chose d'incroyablement beau et sidérant. Être au cœur de cet endroit, il faut le vivre pour savoir à quel point c'est magique de telles rencontres. Nager avec des baleines dans des eaux transparentes, c'est un moment qui pulvérise tous les rêves que j'ai pu imaginer. Nous devons protéger ce lieu et notre planète tout entière. C'est notre devoir à tous. Quand je serai grande, je veux une planète propre, s'il vous plaît. Moi qui suis extrêmement concernée par l'environnement, je trouve toujours dans les documentaires d'Ushuaïa une réponse à un problème. S'il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus de miel et j'adore le miel. Nous sommes d'une génération qui n'est pas née avec le tri sélectif, qui n'est pas née avec cet impératif. Respecter la nature. Et les enfants pourraient nous donner, à nous, les adultes, des leçons de responsabilité, d'éco-citoyenneté. C'est nous respecter. Ça permet de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'on peut faire plein de choses. 10 ans, vous avez déjà dépassé l'âge de raison. Garder cet esprit optimiste avec l'envie de comprendre, de partager. Ushuaïa TV restera pour nous un guide dans toutes ses valeurs de partage et de découverte. Qu'elle continue de nous parler des hommes et de la planète. Joyeux anniversaire, Ushuaïa TV. Une longue vie. Le plus grand des anniversaires. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire Ushuaïa TV. Joyeux anniversaire, Ushuaïa TV. Bon anniversaire, Ushuaïa TV. Bienvenue à tous, je suis particulièrement fière de vous accueillir au nom d'Ushuaïa TV ici à l'occasion du 68e Festival de Cannes sur ce très beau plateau qu'Oriou TV a eu l'audace d'installer sur la Croisette. La planète a désespérément besoin de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoire. Cette très belle phrase du Dalai Lama que nous avions choisie pour les 10 ans d'Ushuaïa TV résume à elle seule le sens de notre présence ici. Alors, de belles histoires, le représentant amazonien qui est à mes côtés et tous ceux qui ont eu la chance de les approcher, de les filmer, vont vous en raconter de belles histoires, mais pas que
de belles histoires. La vie de ces peuples autochtones qu'ils vivent dans le bassin amazonien, aux confins de l'Arctique ou en Afrique, dans les grands déserts africains, est devenue un combat, tant cette nature auquel leur sort est lié depuis la nuit des temps est mise en péril. Alors, que peut faire le cinéma pour être le porte-voix de l'urgence et à quelles conditions? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Est-ce que être spectateur, comme le dit le philosophe Edgar Morin, rend plus sensible à l'humanité? C'est en tout cas la question que nous avons posée ce matin au réalisateur de Timbuktu, Abderrahmane Sissako, que nous avons eu la chance de rencontrer. Vous l'écouterez dans cette émission. À mes côtés, Jocelyn Thérèse, vous venez spécialement pour nous de Guyane, il faut quand même le signaler. Vous êtes à la tête de la Fédération des organisations autochtones. Vous coordonnez finalement les organisations autochtones du bassin de la rivière Amazone. Mais qu'est-ce que vous faites à Cannes? Est-ce que l'urgence est telle qu'il fallait aussi profiter de cette ambiance glamour et paillettes de Cannes pour faire entendre votre voix? Nous sommes ici pour porter la voix de nos peuples, ici à Cannes, donc sur les menaces qui affectent nos territoires. Et nous sommes aussi ici pour dire, donc, aussi bien dans ce cadre-là, mais au monde, que les peuples autochtones proposent des solutions dans le cadre donc, de la crise climatique donc, qui nous affecte. Et c'est pour cela donc, que nous sommes ici en Europe, afin de faire converger la voie donc, autochtone globale, de manière à ce que les droits fondamentaux soient inclus dans les nouveaux accords et les savoirs donc, des peuples autochtones soient reconnus entièrement comme des piliers donc, des accords donc, sur le changement climatique. Son film, El Abrazo de la Serpiente, le baiser du serpent, est l'une des plus grandes découvertes de cette 68e édition du Festival de Cannes. Il est présenté à l'occasion de la quinzaine des réalisateurs. Il a fait un tabac lors de la grande première il y a 2 jours. 10 minutes de standing ovation pour Chiro Guerra et son équipe. Chiro Guerra est avec nous. Merci d'avoir accepter notre invitation entre plein de rendez-vous. Mais si je comprends bien, le miracle continue pour vous. Oui, ça a longtemps été un projet qui semblait irréalisable, une sorte de rêve un peu fou. Mais on a réussi finalement grâce au soutien des communautés du bassin de l'Amazone qui ont permis que l'on tourne chez eux sur leurs terres ancestrales. Nous avons bénéficié du soutien et des conseils de l'Assemblée des Anciens, avec toute la bonne volonté et les énergies positives, ce qui nous a permis de réaliser cette production en évitant beaucoup des inconvénients qu'on rencontre d'habitude dans ce contexte. Pas d'accidents, pas de maladies, peu de pluie, ce qui en général est vraiment problématique. On peut dire qu'on a été chanceux, en plus d'avoir bénéficié du soutien des communautés locales et leur participation en tant qu'acteurs également, ce qui montre bien qu'on peut travailler ensemble. D'un côté les connaissances traditionnelles, et de l'autre la modernité des moyens techniques entre ceux qui savent respecter la jungle et ceux qui ont les moyens de la mettre en valeur, en harmonie. Francis Latreille, merci également de nous avoir rejoints. J'allais dire en voisin, puisque votre port d'attache est du côté d'Antibes. Un port d'attache que vous ne voyez pas souvent parce que vous êtes tout le temps en reportage. Votre peuple nomade fétiche, lui, il est dans les confins de l'Arctique, ce sont les Dolganes. Vous avez consacré à ce peuple nomade des glaces de nombreux films, de nombreuses expositions, de nombreux reportages photos. Et bientôt, à quelques semaines, à la rentrée, je crois, quelques semaines de la conférence du climat, une exposition à Bruxelles. Pourquoi cette attirance pour les peuples du froid ? Écoutez, les peuples du Grand Nord sont des gens très attachants naturellement parce qu'ils vivent de façon toujours ancestrale.
Et puis, mais pour combien de temps? Je ne sais pas si dans 10 ans, je pourrais continuer à faire ces images. Donc tous ces peuples sont menacés par effectivement le réchauffement climatique, qui impacte beaucoup leur billet de top et la survie de leurs conditions de vie, comme ils le faisaient depuis des décennies. Et puis, on va parler de l'Amazonie, mais effectivement, tout est lié sur cette planète. L'Amazonie brûle, la banquise est en surchauffe, la toundra est en surchauffe, et tout ça provoque des dérèglements très importants au niveau de ces ethnies qui vivent essentiellement de la civilisation du renne. Et les rennes n'ont plus leur nourriture. Quand on sait que le lichen ne pousse que d'1 millimètre par an, donc dès qu'il y a un impact de toutes les recherches, le réchauffement climatique a provoqué tous ces effets de recherche minière, ces recherches gazières, pétrolières. Donc tout ça, toute cette toundra est sillonnée maintenant par des oléoducs, des gazoducs. Tout est perturbé dans leur écosystème et l'avenir est compliqué pour tous nos amis du Grand Nord et surtout les Dolganes qui ne sont plus qu'en gros 250 à nomadiser sur un territoire qui est grand comme la France. Et malheureusement, le problème fait que les enfants vont dans les internats, les filles ne veulent plus retourner à la toundra. Donc quand il n'y aura plus les femmes dans la toundra, gros problème. Paul Redman, vous êtes réalisateur, producteur et vous êtes à l'origine d'une campagne sur le web qui s'appelle If Not Us Then Who? Si ce n'est pas nous, qui alors? Pourquoi le choix de ce slogan pour mener campagne en faveur des peuples autochtones d'Amazonie? If Not Us Then Who est vraiment en réalité une question très directe qui traite du fait que les seules personnes à être capables et responsables de préserver la biodiversité sont les peuples autochtones. C'est aussi les mots c'est aussi les mots du ministre philippin du changement climatique après le cyclone de 2013 en disant qui d'autre et quand va-t-on se décider à faire cesser cette folie à part nous? Christian Hall, qu'on a l'habitude de voir dans les enquêtes d'Ushuaïa TV, vous êtes musicien, vous êtes surtout chasseur de sons et vous venez d'avoir cette chance infime de passer 15 jours avec une équipe d'Oriou TV dans une communauté Ashaninka. Tout à fait. Alors, alors en plus, vous avez lancé ce pari de composer un hymne avec des membres de cette communauté. Oui, je trouve que de toute la matière sonore que je peux enregistrer d'un pays, j'aime créer ces moments de partage, de communion. Et la musique et le son est le meilleur moyen de véhiculer ce trait d'union d'amour entre les peuples. Donc en créant cet hymne, j'ai créé ce petit lien entre nos deux univers, nos deux pays, nos deux mondes, je dirais. Un Live and Dream que nous allons découvrir un peu plus tard dans cette émission. Ces idées complètement incroyables, inédites surtout, on les doit à Jonathan Parianti. Jonathan Parianti, fondateur d'Oriou. Il y a quelques années encore, vous étiez dans ce monde impitoyable de la finance. Pourquoi avoir sauté le pas? Vous avez eu une révélation, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la vie nous amène des opportunités de se questionner et les rencontres sont là pour nous guider dans ce chemin qui est la vie, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que nous avons une convergence autour de ce plateau et généralement, effectivement, partout à travers le monde, de personnes qui prennent conscience que nous avons un destin finalement qui, dans la richesse de nos diversités, est commun. Eh bien, aujourd'hui, nous avons établi ce village à Cannes pour pouvoir justement mettre en avant ces causes, ces initiatives citoyennes qui sont là pour faire avancer le monde. Chacun a son parcours, j'ai eu le mien et aujourd'hui je me mets pleinement avec l'ensemble de nos équipes au service effectivement de la vie. Cette plateforme sociale que nous avons créée, Oriou, ça commence par son nom, H pour humanité, Or pour l'expression du libre arbitre, le choix, et You pour le tout un chacun, ce que l'humanité peut nous apporter et ce que nous pouvons apporter à l'humanité.
Marion Cotillard, Mélanie Laurent, dans le sillage du président de la République François Hollande et dans celui de l'envoyé spécial de la planète Nicolas Hulot aux Philippines il y a quelques semaines. D'autres acteurs, y compris Leonardo DiCaprio, souvenez-vous, à la tribune des Nations Unies, invectivant les chefs d'État en leur intimant en l'ordre presque de prendre enfin les bonnes décisions, jusqu'à Vincent Cassel ce matin dans le rush de la présentation de son film, du film de Maïwenn, Mon Roi, qui trouve 30 secondes pour nous dire oui, en Amazonie, nous sommes dans la merde, oui, il faut faire quelque chose, et oui, nous, les stars de cinéma, sommes des porte-voix efficaces. Vincent Cassel, dont le combat pour le Brésil et pour l'Amazonie n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez ce spot réalisé par Yann Kounen, auquel il avait prêté sa voix et son image pour Planète Amazon. Regardez. Trop d'entreprises françaises sont associées à la destruction de l'environnement en Amazonie. Aujourd'hui, plus que jamais, les Indiens sont assassinés, leurs droits bafoués, leurs rivières empoisonnées. Le barrage du Belo Monte s'attaque au cœur encore intact de la forêt amazonienne. Agissons maintenant. Soutenez le combat du chef Raoni. Cette cause est notre cause. Quand nous jouons notre avenir, eux jouent leur vie. Il faut que le fleuve Chingu coule librement. Stop au Belo Monte. Stop à la déforestation. Des stars certes engagées, mais qu'en est-il de l'offre cinématographique? Regardez cette 68e édition du Festival de Cannes. Un seul film présenté en clôture, hors compétition, celui de Luc Jacquet, La glace et le ciel, en hommage à Claude Lorius et à l'Antarctique. Heureusement qu'un Colombien a débarqué sur la croisette avec son film magnifique sous le bras. Il s'appelle El Abrazo de la Serpiente, le baiser du serpent. Il fait un tabac ici à Cannes. Tout de suite la bande-annonce. Danyara Davi, Nukahenot, Iad, Pugo Baitani, Unama, Unubikaiti. Did you die, baby? Inako iwano ne kurimulu, nako alam, meku abeni mulu, muda ikejum. Nunca he soñado, ni dormido, ni despierto. Yo que ya fruna, como estaba aquí, mure, ya voy que mure, tú estás en la happy. Koiwan Naimak, Natsikum Haitum, Pino Nutumak, Rano, Taupasikum Haitum, Rano Maina Bitumak. ¡Váyase! ¡Pasado! ¡No tenemos caucho! Tío, ya que yo me. No hago yo puedo apatar que me. Tana Dauta, no ataco Matani. Duno Nuduno, Nukairitu, Imakuhenaka, Imakubaik. Itumak, Roya, Bituk, Imakuiri, Nuno Uruya, Nutaruaka it. Hisuna Nahitaitu. Acá ese dinero. ¡Colombiana! Vosotros habéis portado el diablo a la comunidad. A lo mejor lo muere. This is madness. ¡Eu sou a Messia, o Redentor dos sitios! ¡Llévate! ¡No hay más hora al infierno, no!
El abrazo de la sapiente, le baiser du serpent présenté pendant cette quinzaine des réalisateurs ici à Cannes. Précipitez-vous lorsque ce film sortira dans le cinéma le plus près de chez vous, parce qu'au-delà de cette découverte inédite de l'Amazonie par le prisme de celles et ceux qui y vivent, il a une vertu, ce film, c'est qu'il réapprend à rêver. Chiro Guerra, vous êtes colombien. Comment avez-vous eu cette idée de présenter l'Amazonie de ce côté-là, de travailler avec des comédiens colombiens? Ça a été, je crois, un très très long cheminement, y compris intime pour vous. Yes, Colombia is a country that half of it is the Amazon. La moitié du territoire colombien est en fait occupé par la forêt amazonienne, mais voilà longtemps que la société colombienne a tourné le dos à cette réalité. Ce qui fait que peu sont conscients de la richesse culturelle qui s'y trouve. On parle des cultures indigènes, de ces langues, et j'ai senti qu'il était temps et nécessaire de recommencer à être attentif à cette richesse culturelle, à cette histoire amazonienne en fait. Notre culture a l'habitude d'emmener avec elle la déforestation, destruction diverses, et surtout avec l'avidité du profit en tête. D'abord c'était la tequila, puis la culture du caoutchouc, la culture de la coca avec le trafic de drogue, et aujourd'hui les pollutions minières. En bref, depuis longtemps, les ressources naturelles du bassin amazonien nous intéressent, mais en aucun cas nous ne prêtons garde à leur tradition, au savoir de ceux qui vivent depuis si longtemps. D'où cette idée, cette volonté de montrer, informer sur les obstacles que traversent ces gens. Mais au-delà de cet aspect négatif, dénonciateur, j'ai voulu montrer en quoi ce savoir traditionnel permet toujours de réparer les dégâts occasionnés. Ce n'est pas juste une question de préservation environnementale, mais c'est aussi un mode de vie très rafraîchissant pour les humains modernes que nous sommes. C'est une relation avant tout avec nous-mêmes, une relation entre les gens, parce que nous sommes tous part d'un tout. C'est vraiment un mode de vie très enrichissant pour l'homme moderne, les hommes modernes que nous sommes. Un peu avec cette curiosité que les premiers explorateurs ont pu avoir, qui ont pris contact au début avec toutes ces populations amazoniennes. Et grâce à cet accès à la connaissance qui a été négligé, mais il est toujours important et il est toujours capital d'en avoir conscience. El abrazo de la sapiente, le baiser du serpent, un film qui a cette vertu aussi, celle de redistribuer les cartes et les regards. Un film dans le sens de l'histoire. Jocelyne Thérèse, cette forêt, l'Amazonie, c'est votre berceau. Il y a des scènes du film de Chiro Guerra qui font écho chez vous. Vous aussi, lorsque vous aviez 2 ans, on vous a extrait de votre famille, de votre milieu naturel pour vous mettre de force dans une école qui n'avait pas été choisie par vos parents, mais par les colonisateurs. Ça doit marquer à vie, ça, non? Je crois que ça fait plus de 800 ans donc on est confronté à ces problèmes de violence et que certains appellent le choc culturel, mais qui est en fait un génocide programmé, quoi. Nous avons connu dans toute l'Amazonie ce genre de problème où on arrache les enfants pour couper les liens sociaux, culturels. On les a empêchés de parler leur langue. Et on a combattu la voûte chamanique qui gérait donc les relations avec la nature. Il y a un combat spirituel aussi. Et nous avons résisté malgré tout. Si aujourd'hui nous parlons encore notre langue, nous avons nos codes chamaniques et nous continuons à communiquer avec la nature, nous pensons que nous avons franchi des étapes. Et cette sagesse, ce combat-là, qu'on veut faire comprendre à l'ensemble du monde, et pour retrouver un chemin plus serein. Parce qu'aujourd'hui,
les personnes ne vivent pas dans des bulles, nous vivons au même moment. Tout le monde respire au même moment, partout dans le monde. Donc, les uns et les autres, nous ne sommes pas séparés. Et c'est ce message-là que nous portons ici, surtout dans la perspective d'un accord qui va engager tous les États du monde à prendre de nouveaux chemins à cause de la crise climatique qui vient en moins de 100 ans, qui vient des hommes, ce qu'on souvent nos pères les appellent, ceux qui sont nos enfants, nos frères, ceux à qui on a donné le feu et qui mettent le feu à la maison. Voilà. Ce lien indéfectible à la nature qui vous rapproche de vos frères du bassin amazonien. J'avais du plaisir à vous regarder discuter, échanger avec les comédiens amazoniens du film de Ciro Guerra. On a l'impression que vous vous comprenez sans vous connaître, et ce qui vous unit, c'est cette Amazonie, et pour vous, cette Amazonie guyanaise, que je vous propose à présent de découvrir à travers le regard d'une grande navigatrice. Elle s'appelle Isabelle Autissier, elle est la présidente du WWF France, et à ce titre, elle s'était rendue en Guyane en 2010. Regardez et écoutez. En février 2012, j'ai survolé une infime partie de l'Amazonie en Guyane française. À 40 minutes de Cayenne, la vue est magnifique, une canopée dense donnant une impression d'infini. Tout à coup, devant nous, de véritables trous béants en pleine forêt. L'orpaillage illégal se présente à nous. Au sol, des garimperos s'activent à la tâche et à l'extraction du précieux minerai. Venus du Brésil avec des images de ruées vers l'or plein les yeux, ils repartiront pour la majorité un peu moins pauvres et bien plus imprégnés ou empoisonnés au mercure. Combien d'entre eux auront de graves séquelles? Ont-ils conscience des dégâts qu'ils provoquent sur leur santé et sur celle de la forêt et des hommes qui y vivent? Toute notre vie vient de vraiment changer. Ça a changé vraiment. On peut plus faire comme on veut. Il y a beaucoup de clandestins qui travaillent derrière notre village. Donc c'est difficile pour nous. En fait. Par exemple, ma femme, il est dans les îles de mercure. Je ne sais pas combien à ce moment. Donc là, il ne peut plus manger de certains poissons qui sont contaminés. C'est surtout les femmes enceintes, c'est encore pire. Et aussi les enfants qui sont à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça fait déjà quelques années, là, on a essayé de protéger notre territoire, mais on n'arrive pas. L'Amazonie n'est pas impactée que par la soif de l'or. Le modèle agrico-alimentaire mondial grignote jour après jour le poumon vert de la planète. La culture intensive du soja pour nourrir le bétail que nous consommons au quotidien met en péril des trésors de biodiversité, comme le cerrado au Brésil. L'homme exploite, l'homme détruit, l'homme tue. Jocelyn Thérèse, on le voit à travers le témoignage de votre frère amérindien, le désespoir n'est pas loin. On a l'impression qu'il faudrait installer des distributeurs de Yacruna, cette plante médicinale qui est évoquée dans le film de Ciro Guerra, pour réapprendre à rêver, y compris dans votre forêt. Il y a des taux de suicide spectaculaires chez les jeunes notamment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner espoir? Il y a une rupture dans la construction chamanique de nos jeunes. Et nos jeunes agressés dans leur âme préfèrent partir dans ce monde où ils voudraient tout oublier. Et ce que nous devons faire, c'est de renouer, malgré tout, à redonner du sens à notre vie et appeler le témoignage du monde aussi, aujourd'hui. Et cela se passe en France, où il y a le mythe des droits de l'homme,
où il y a un génocide programmé, où les enfants sont atteints au niveau des cerveaux, qui naissent infirmes, handicapés. Et l'or, qui n'est pas un bien consommable, alimente aussi bien le Brésil, dans la bijouterie, la Chine ou l'Inde. Donc c'est cette menace-là qui nous touche profondément. En plus, le dérèglement climatique aujourd'hui, avec la déforestation, nous menace aussi. Nous avons une crise du climat, de feu et d'eau. Et encore avant-hier, nous apportons notre solidarité, malgré notre présence ici, à Cannes, à transporter de l'aliment pour nos frères qui sont sinistrés actuellement. Oui, des inondations spectaculaires en Guyane. Avec non seulement de la contamination de l'eau, essentielle à la vie, mais aujourd'hui avec les problèmes d'accès aux sources de protéines, au gibier et aux poissons, nous sommes quasi condamnés à une mort certaine. Et il faut qu'on trouve des alternatives face à cela. Et une des alternatives réelles, c'est d'assurer la sécurité de nos territoires. Il faut que nous puissions avoir des droits politiques et juridiques sur nos terres et pour qu'on préserve la grande majorité de l'Amazonie. Si on dépasse le seuil de 40% de déforestation de l'Amazonie, nous sommes déjà à un point de non-retour. Donc c'est ce message-là qui pour nous est important. Le territoire autochtone doit être sauvegardé en Amazonie. Je vous propose à présent de retraverser l'Atlantique. On reviendra en Amazonie tout à l'heure pour écouter le point de vue d'un des plus grands, sinon le plus grand cinéaste africain, Abderrahmane Sissako. Habitué à filmer au plus près ces communautés, ces peuples nomades des déserts de Mauritanie ou du Mali, écoutez-le parler de ce lien indéfectible entre ces peuples et l'environnement. Abderrahmane Sissako, en quoi ces peuples nomades que vous sublimez dans vos films sont-ils des gardiens privilégiés de leur environnement, de leur nature? Mais parce que la survie de toute personne, de toute humanité, c'est son environnement. Et s'il y a un environnement qui est en danger, c'est justement ceux qui non seulement ne sont pas les pollueurs de la planète, mais qui n'ont que ça pour. Et leur survie, c'est ça, c'est la protection de leur environnement. Mais tout environnement est à protéger. Je pense que quand on regarde les pays les plus industrialisés, quand on voit la qualité de vie qui se détériore tous les jours, et on voit qu'effectivement le monde est en danger. Mais ceux qui, comme aussi bien les nomades ou les peuples d'Amazonie, et sur 50 ans on a vu la destruction de l'Amazonie, et que les peuples, cette destruction c'est pas seulement parce qu'on coupe des bois, c'est aussi l'intrusion d'une façon de vivre, une universalisation du monde par telle ou telle chose. C'est avec la perdition des valeurs existantes. Et je le disais tout à l'heure. Et il y a une boisson que tout le monde boit parce que c'est cette boisson qu'on met sur toutes les tables. Voilà. Et donc, quelqu'un gagne pour ça, mais c'est tout le monde qui perd lorsque on ne met pas en valeur quelque chose qui n'est pas certes connue, mais qu'elle n'est pas mise en valeur parce qu'elle ne s'inscrit pas dans ça. Et les peuples nomades, parce que aussi bien, puisque vous évoquez le film Timbuktu, aussi bien les peuples nomades d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, ou les nomades de Mongolie, on voit avec ce qui se passe en Mongolie, la nouvelle Mongolie, qui voit la disparition mais totale quand on va à Ulaanbaatar, qui est entouré de yourtes. Mais c'est un exode terrible. Et l'exode, quand l'exode se passe, c'est une perdition, voilà, de valeurs qui ont existé. Et dans ces valeurs-là, c'est pas seulement
une façon de vivre, mais c'est une qualité de vivre aussi qui disparaît en même temps. Francis Latreille, les propos de l'universel, Abderrahmane Sissako, finalement nous rapprochent des peuples que vous avez photographiés pendant tant d'années, les Dolganes. Donc là, on est vraiment dans l'extrême nord de la Sibérie, c'est bien cela ? C'est ça, c'est dans la péninsule du Taïmyr, c'est la péninsule la plus avancée vers le pôle Nord. Et là vivent environ 250 nomades, ce sont les derniers nomades des glaces. Et ils vivent de façon ancestrale, naturellement, comme les nomades. Donc ils ont des petites maisons qu'on appelle des balocs, qu'on met sur des traîneaux. Et ils changent au fil de leur pâture, sous la neige. Les rennes trouvent leur nourriture. Et c'est de plus en plus difficile de vivre dans la toundra maintenant. Donc c'est compliqué. Les générations futures ont du mal. Les garçons reviennent, mais les filles ont tendance à vouloir se sédentariser dans les villes. Donc quand il n'y aura plus de femmes dans les balocs, dans les petites maisons, sur traîneaux, ce sera compliqué, la vie dans la toundra. Paul Redman, tout à l'heure je parlais de combat, et vous nous en avez tous parlé, du combat que mènent les peuples autochtones. Là c'est pas seulement un problème de vie quotidienne, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez consacré l'un de vos web documentaires, Deep Notas d'Enru, à la vie perdue d'Edwin Chota. Edwin Chota, c'est donc un des leaders des Asheninka, cette communauté à cheval entre le Pérou et le Brésil. Edwin Chota, il a payé de sa vie avec deux de ses frères dans ce combat mené depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce triste épisode ? Pourquoi avoir choisi de faire un film sur Edwin Chota ? Alors malheureusement, cette histoire est très commune parce qu'on a deux militants environnementaux qui sont assassinés par semaine. Il est important de mettre en lumière la vie de ces gens, la réalité de ces gens qui meurent pour protéger la forêt. Et il faut qu'on dise cette histoire, il faut la dire, c'est tellement courant. 2 par semaine chez les activistes brésiliens, indigénistes. Il faut le dire pour que les gouvernements puissent défendre ces gens. Ils n'ont pas à être assassinés pour protéger leur foyer. Alors, je vous propose de découvrir l'expérience et le film que Paul Redman a tourné, le témoignage de sa veuve. Regardez, il est particulièrement émouvant, évidemment, mais surtout il a été décisif. Regardez ce film. If not us, then who? Nosotros no lo dejamos permitir que destruya el bosque donde que nosotros estamos protegiendo, y por eso que le ha muerto a mi papá. Él no es la primera vez que él tenía la amenaza, él tenía años, con 12 años que tenía la amenaza. Él cuántas veces vinieron acá. Él ha luchado contra los taladores ilegales, ha luchado contra las autoridades que no le quieren dar ese derecho, un derecho a un territorio como indígena, como indio, que él siempre ha querido que su comunidad y todas las comunidades vivan en paz, en tranquilidad, entre el bosque y los animales, ¿no? Yo lo considero a él como un buen indígena, un luchador social, y espero de que él sea considerado como tal, como un héroe de repente. Lo que menos sus amigos le conocí. Sí, él era comiendo, no comiendo, pero él estaba luchando por el territorio. Él siempre decía así, como, no como, pero voy a seguir adelante. Solo Dios decide mi vida, hasta dónde
me dará mi vida, ahí se quedará. Ojalá que la de la comunidad que siga adelante como yo. Pero eso es muy difícil, que vamos a encontrar esa clase de personas. Hay buenos empresarios, pero no, hay otros que realmente solamente se van al mal, amenazar de muerte. Estamos amenazados de muerte. Bienvenido a la muerte, ¿por qué? Por defensa de nuestra naturaleza, de nuestra vida y del futuro de nuestros hijos. La ley no llega todavía a nosotros, no lo sentimos esa ley. Nuestros comuneros cada vez amenazados, porque no dejamos sacar esto. Y espero que hayan otros líderes igual a él. Él ha dado su vida, ¿no?, por un territorio. Ahorita nosotros estamos en un peligro grande. Yo sé que ahorita estamos arriesgando nuestra vida porque estamos yendo contra de los taladores ilegales. Y ellos no solamente va la muerte de mi papá, ellos están siguiendo amenazando. Por ejemplo, él es mi tío Amancio, que es de la comunidad de Tomajao. Él también está denunciando los taladores y él también está amenazado por los taladores ilegales. El riesgo de mi comunidad también, como ha sucedido con mis paisanos allá en Sahueto, también puede suceder en mi comunidad nueva de Tomajao. Lo que queremos es un respaldo al momento que nosotros nos vamos a desmarcar. Eso es lo que queremos y ahorita los tal ilegales están ahí en nuestra comunidad. Pues creo que también me están marginando porque yo le cuido el terreno, le cuido mi territorio. Nada, lo que no estamos haciendo es a mirar, sí, como tú dices, estamos haciendo a mirar dónde han jalado la madera y el tal ilegal. Hay que tener mucho cuidado, pero en esa manera que Sahueto también tenía el mismo problema que nosotros, así como vinimos a intervenir los madereros, ahora mis paisanos, mis primos, murieron por motivo de la madera. El enfrentamiento que hemos tenido desde aquí, en esta carretera, vamos a enfrentar puro nosotros. No había ningunos autoridades, no había ningún policía. Que no nos respeta. Tumba así en casa, yo vengo a conversar con madereros tan ilegal. No quieren hacer caso. Te piden el plano. A ver, no tenemos y estamos sin problema. Haber seguido su proceso de titulación, ¿no?, y haber obtenido su título de propiedad, ¿no?, y que esto no hubiese conllevado a estos crímenes, ¿no? Espero que sus ancestros, sus familias, sí continúen luchando para esto, para tener su territorio y poder, en cierta forma, vivir en paz, en tranquilidad, en su comunidad. Los indígenas, para mí, a los años que vengo trabajando con pueblos indígenas, son los mejores conservacionistas de la biodiversidad, de los recursos naturales. Mi papá ha venido luchando muchos tiempos, lamentablemente que le han hecho esas cosas y se ha muerto. Pero sí, nosotros no vamos a dar pie atrás, vamos a seguir hasta que logramos lo que él quería, su objetivo, titular, quería hacer muchas cosas para nosotros, beneficiarnos uno mismo como Asháninka. Por eso a veces yo lloro, pero sí, el sueño que ellos querían se va a llegar porque yo como madre, mi mamá, no vamos a dejar porque ya se ha muerto, ahí se acaba. Nosotros vamos a seguir hasta que Dios nos recoja. Yo estoy yendo a Lima y a mirar sobre de mi titulación. Otra cosa más, represento las viudas, por eso más me voy. Y además soy viuda, me siento muy afectada que los líderes han muerto, pero yo represento con la comunidad de Alto Tamaya y Sahueto. Estoy en mira sobre del titulación. Eso sería todo. Gracias.
Paul Redman, est-ce qu'on peut considérer qu'Edwin Chota n'est pas mort pour rien, finalement? Non. Non, en effet, il n'est pas mort pour rien. Parce qu'en fait, depuis, ces veuves se sont vues garantir 80 000 hectares de droits sur leur territoire. Et donc c'est quand même une belle nouvelle. Mais je ne pense pas qu'il faille en arriver là, en fait, que ça devrait être acquis. Christian Hall, vous aussi, vous avez eu cette chance de passer 15 jours avec Xavier Léon, une équipe d'Oriou TV, parmi CHN Inca, mais côté brésilien. Et ce qui est fantastique finalement pour un chasseur de son comme vous, c'est que ces peuples autochtones entendent des choses que nous n'entendons pas. Absolument. Vous savez, j'ai mis au point, il y a quelques années, un système d'enregistrement qui permet d'enregistrer au cœur de la matière, que ce soit le minéral, le végétal ou l'animal. C'est comme si votre oreille est d'un coup au cœur d'un arbre, et j'ai pu comme ça enregistrer par exemple l'écoulement de la sève et de l'eau dans les cavités spongieuses des baobabs ou des arbres. Eh bien, ces sons que j'appelle les sons de l'inaudible, quand justement je les ai fait écouter au peuple Achaninka, ils m'ont dit tout naturellement: mais c'est l'esprit de tel arbre, c'est la divinité un tel qui se manifeste à toi. Et donc, vous voyez, quand j'entends parler de l'urgence de protéger ces peuples autochtones, certes, il y a une urgence de les protéger pour leur vie, pour le poumon de l'histoire, je dirais. Mais c'est aussi une urgence pour nous. Parce qu'en fin de compte, à travers ces peuples, c'est notre devenir qui est en cause. Ils ont en eux toutes les valeurs de la vie. Et quand je suis parti avec Oriou là-bas, je suis non seulement pas parti sur les traces du peuple Achaninka, mais je suis vraiment parti sur les traces de la vie. Eh bien, on y va, sur les traces de la vie. Avec cet extrait de ce documentaire, vous aurez la chance, parce que c'est vraiment une chance, de découvrir en version longue sur Oriou TV dans quelques jours, un Live and Dream. Imaginez, deux contributeurs occidentaux d'Oriou TV partant, faisant des heures et des heures de pirogues et d'avions pour séjourner aux côtés des Achaninka. Je vous propose un extrait de ce très beau documentaire réalisé par Xavier Léon. Les journées sont rythmées par la quête de vivre, l'entretien des maisons, et la fabrication des tenues vestimentaires. O sonho das mulheres Achaninka é ter marido, né? Ter uma casa, e cuidar dos seus filhos, né? E passar o conhecimento que ela tem para os seus filhos. Não sei não. À la tête de cette vie bien organisée, on retrouve le chaman Benki Piyanko. Il défend les intérêts du peuple Achaninka et guide les hommes et les femmes qui le composent. Il est le garant du savoir et des traditions, comme celle du maquillage. A maquiagem, ela é uma atração de beleza, né? E que também simboliza muitos seres também, né? Depende da maneira que você se pinta, maneira de visita, maneira de que também é pinturas de animais. E tem aquelas pinturas também que são pinturas muito simbolizadas ao mundo que você é, né? De guerreiro, de pessoas que trabalham a função mais de liderança também. Voilà, alors, tout ce qui peut être musical dans le village, je vais l'utiliser
pour orchestrer l'hymne que j'ai composé. La musique est un art universel. L'ensemble ne fait plus qu'un. Christian a même convaincu Benki de chanter. Apaninho canta. Coita, coita, coita. Okanda coita. 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 Et il faut bien le dire, nous avons bien ri. Ciao. Naka ashenin kan nisek ngari haka uyapi kira amuya. Anisek nunambi ni punya kauli naka no nyaku temi ukanda kot na shinaka no nyanza. Live and Dream, vive et rêver aux côtés des Asheninka, voilà qui nous redonne à tous le sourire. Mais qui a décidé finalement, Jonathan Parianti, de ce documentaire? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Benki? Comment ça s'est passé finalement? On ne pénètre pas comme ça chez les Asheninka. Alors, en fait, la rencontre avec Benki s'est faite un peu auparavant. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir le rencontrer lorsqu'il faisait une visite à Paris. Et on est rentré comme ça dans un appartement, dans un quartier parisien, au dernier étage. Et puis à ce moment-là, il y a eu cette rencontre. Et au milieu, effectivement, des allées et venues des uns et des autres, il y a cet homme qui est complètement investi, imprégné par cette histoire qui est la sienne, qui est celle de son peuple. Et dans l'échange qu'on a pu avoir, c'était extrêmement fort. C'était vraiment extrêmement fort. Et donc, de fil en aiguille, Benki a non seulement rejoint la plateforme Oriou, mais il y a toujours eu cette petite graine qui a été là. Et donc, et au travers de la rencontre avec Christian, on a eu cette réflexion et de se dire, finalement, où est aujourd'hui l'enjeu, un des enjeux essentiels? L'enjeu essentiel, c'est notre réconciliation entre notre capacité en tant qu'être humain à pouvoir être en harmonie avec notre écosystème de vie. Et donc, l'écosystème de vie qui naturellement parle au cœur, parle à l'âme, c'est l'Amazonie. Et donc, de pouvoir être en relation avec les peuples qui constituent effectivement cette histoire, pour nous, c'est essentiel. D'où l'idée d'organiser le premier Live and Dream en Amazonie avec Benki. Voilà. Alors ce miracle finalement de la confiance, c'est probablement ce qui unit tous les gens qui sont sur ce plateau, à commencer par Chiro Guerra qui a réussi et qui a fait le choix de faire travailler des comédiens amazoniens. Nous avons eu la chance de les rencontrer ce matin. Il s'appelle Antonio Bolivar Yanguiema, c'est ça Chiro, c'est Yanguiema, Antonio Bolivar Yanguiema, le nom de Karamakate Vieux, c'est bien ça? C'est bien comme ça qu'on prononce? Karakamate est joué dans sa jeunesse par Nilbio Torres du peuple des Cubeo en Amazonie. Et dans son âge plus avancé, il est joué par Antonio Bolivar. Bolivar est une personne très particulière parce qu'elle est l'un des tout derniers représentants du peuple Okaina avec une soixantaine d'autres congénères. Et on a réussi à capter cette langue dans le film et on espère qu'elle va survivre le plus longtemps possible. Il vit dans un bras de l'Amazone et c'était vraiment un privilège de l'avoir. Non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'aide, que conseil. Ils ont pu nous aider à faire une histoire qui colle vraiment à la réalité du bassin amazonien. Antonio Bolivar, Nilbio Torres, je vous propose de les écouter dans ce rush canois. Vous allez voir qu'il reste une fidélité, mais réelle, à l'égard de leur forêt, à l'égard du message aussi qu'ils portent. Écoutez-les.
Antonio Nilbio, vous êtes un 2 en 1. Vous jouez le même personnage qui est Karamakate dans le film de Chiro Guerra. En l'espace de 48 heures, vous êtes devenus des stars. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui à Cannes, Antonio? Nous nous sentons, mon ami et moi, très fiers et admiratifs de ce travail. Nous sommes contents de le montrer au public et au monde extérieur. Tout ça, c'est notre fierté. Nous sommes heureux de le montrer. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis très ému. Les gens nous aident beaucoup. On se sent bien ici, comme des personnes importantes du film. On est traités comme tels. Et les histoires que nous avons contées, ce sont nos coutumes, c'est notre forêt. C'est important. Et on s'amuse beaucoup ici au Festival de Cannes, en France. Cette jungle, votre forêt, est-ce que vous ne risquez pas de l'oublier un petit peu en devenant acteur finalement de cinéma? Est-ce que vous ne craignez pas finalement de lui tourner le dos pour d'autres lumières, pour d'autres étoiles? Nous vivons sur le continent sud-américain et l'Amazonie est le poumon du monde, la forêt la plus grande du monde. Cette nature permet de maintenir tout ce monde que vous avez ici. Et nous avons de la fierté d'un côté et de la tristesse de l'autre. Ce sont deux choses qu'il faut comprendre. D'une part, la conservation de la forêt, du fleuve, des animaux, et d'autre part, nous, peuples natifs qui vivons de cette terre, nous nous sentons attristés un peu parce que le réchauffement global du climat ce réchauffement climatique, on en parle partout dans le monde. On en parle dans le monde entier. Mais l'Amazonie, c'est le poumon du monde. Et nous voulons qu'on nous respecte, qu'on conserve notre richesse qui est pour tout le monde, pour tout l'univers. Nous, les indigènes, il faut que les autres pays du monde nous regardent pour qu'ensemble, on puisse protéger l'Amazonie, et ce au bénéfice de tous. Et vous, Nilbio, quel va être votre rempart, votre garde-fou pour ne pas céder aux paillettes et à d'autres étoiles? Comme on l'a déjà dit, eh bien, dans ce film sur l'Amazonie, on est nous-mêmes. Pour nous, il ne faut pas se sentir différent. Dire que nous arrivons... Bon, c'est un sentiment, nous ne devons pas nous sentir différents. On ne se sentira pas plus avancé après avoir fait ce film. C'est normal. Avec Antonio, nous allons continuer à faire ce que nous faisons, nous resterons qui nous sommes. C'est mieux de se sentir fier de ce qu'on a fait, mais de rester normal, comme un indigène natif de l'Amazonie. Continuer avec nos habitudes, continuer avec les mêmes vêtements, ceux des indigènes. Faut dire aux gens qu'il y a beaucoup d'indigènes qui se sentent comme des blancs, qui ne veulent plus entendre parler des vêtements, qui ne veulent plus entendre parler des traditions, qui ne veulent pas écouter les anciens. Et pourtant, on a des racines, on a des traditions. Et j'espère que ce film
sera une surprise pour tout le monde que le travail que nous montrons au monde entier, que ça nous aide, en fait, à nous sentir indigènes, natifs de l'Amazonie. Nilbio Torres, Antonio Bolivar, héros du premier film de fiction à mettre l'Amazonie au premier plan avec un regard de peuple autochtone. Avant de nous quitter, puisqu'on entame la dernière partie de cette émission, je vous propose de retrouver Abderrahmane Sissako pour répondre à la question de départ de cette table ronde, de cette émission. En quoi le cinéma et à quelles conditions le cinéma peut-il être un porte-voix efficace de l'urgence portée par ces peuples autochtones? On écoute Abderrahmane Sissako. Quelles sont les conditions pour que le cinéma en général et celui que vous portez en particulier soit un porte-voix efficace? Quelles sont les conditions? Mais les premières conditions à mon avis d'abord, c'est qu'il y ait plus de gens qui puissent s'exprimer sur des sujets qui ne sont pas évidents. Voilà. On a parfois l'impression que le monde souffre du fait qu'il y a une identification à la victime. Que lorsque la victime est très loin de nous, c'est presque comme si le problème s'éloigne de nous. Mais le monde n'est plus comme ça. Ce qui touche une partie du monde, un mal, doit me toucher aussi, même si je suis loin de cette partie. Si le monde gagne quelque part quelque chose de loin, je dois aussi en profiter. Et donc il faudrait qu'il y ait une diversité dans l'expression cinématographique, dans le choix des sujets. Il faut qu'il y ait un courage d'accompagnement des sujets aussi. Quand on décide de faire Timbuktu et que ça se fait dans une urgence, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément de Timbuktu. Il y a un système de production aussi qu'il faut saluer, qui a été capable de dire « Ah, ce sujet est urgent, on va le faire, on ne peut pas attendre ». Et le film a existé de cette façon-là, parce qu'il y a une vision partagée. Voilà, il y a une vision partagée. Et c'est ça, cette identité, voilà, de partager un monde meilleur, cette identité de dénoncer un obscurantisme, voilà, qui atteint une partie et qui va m'atteindre forcément. Ça, c'est important. La deuxième chose que j'ai envie de dire, qui est extrêmement importante, c'est l'accessibilité de cette parole aux autres. Et il ne sert à rien de faire un film si ce film n'est pas vu, si ce film n'est pas porté. Il ne faut pas que les télévisions qui sont porteurs de soi, voilà, se contentent de rendre, voilà, que dans les séries. Voilà. Et donc, on s'appauvrit lorsque l'écran n'est pas riche de diversité, voilà, de paroles, de diversité de formes. Encore une fois, c'est l'humanité qu'on appauvrit. Donc, il faut qu'il y ait un accès plus partagé à ces œuvres qui, entre guillemets, sont marginaux. Ce qui vous unit à un cinéaste comme Chiro Guerra, c'est d'avoir remporté le pari de faire tourner des Amazoniens pour Chiro Guerra, des nomades, des gens autochtones. Parce que son approche et mon approche sont pareilles, parce que nous ne particularisons pas les autres. Il ne faut pas particulariser l'autre. Parce qu'il est loin, parce qu'il est nomade, parce qu'il s'habille de cette façon. Et voilà. Quand tu regardes de près, vous savez, les larmes de toute personne coulent de la même façon. Voilà, tout le monde rit de la même façon. Tout le monde souffre de la même façon. Et les gens meurent de la même façon. Ils naissent de la même façon. À partir du moment où il n'y a pas de différence fondamentale dans ces choses-là, il ne faut pas différencier, voilà, fondamentalement les autres. C'est ça. Parce que plus on particularise, plus on éloigne aussi l'autre. Et il faut faire confiance. Voilà, il faut faire confiance à l'autre. Même si l'autre n'est pas un acteur professionnel, ou l'autre vit dans un monde qui ne lui ressemble pas, qui ne ressemble pas au monde dans lequel je vis, il faut valoriser la rencontre. Toute rencontre, lorsqu'elle se fait, elle doit être valorisée. Voilà, elle doit être valorisée parce que c'est une chance de rencontrer quelqu'un, de partager un instant. Parfois, c'est 10 minutes, parfois, c'est 10 secondes. Parfois, c'est les rencontres de la vie. C'est une rencontre continue. Et la création, c'est comme ça. Quand on décide de faire quelque chose, il faut faire confiance à l'autre. Voilà. C'est en faisant confiance à l'autre, qui est particulier, entre guillemets,
qu'on atteint tout simplement, et ça tout le monde le sait, qu'on atteint l'universel. En tout cas, j'oublierai pas notre rencontre. Merci beaucoup. Merci Abderrahmane Sissako d'avoir apporté votre témoignage à cette émission Ushuaïa TV Oriou, ici au cœur du 68e Festival de Cannes. Bon retour Paul Redman en Angleterre. Bon retour en Colombie pour vous, Chiro Guerra. Merci, Jonathan Parianti, de nous avoir accueillis ici au cœur du village Oriou. Bon retour à Antibes, ça c'est le plus simple pour vous, hein, Francis Latreille. Si le scooter démarre. Oui, c'est ça, si le scooter redémarre. Bon retour en Guyane, Jocelyn Thérèse, et à bientôt pour un prochain documentaire, Christian Hall. Je vous ai réservé un petit cadeau en guise d'au revoir. Je vous propose de retrouver cette magie d'Ushuaïa Nature. Nicolas Hulot, pour sa dernière émission, avait eu la chance de rencontrer les Indiens Kogi et Kayapo, ceux du chef Raoni. Ce moment a probablement, sinon transformé sa vie, en tout cas fait de lui l'envoyé spécial pour la planète efficace qu'il peut être à quelques mois de cette conférence pour le climat. Je vous dis à très bientôt sur le plateau, en tout cas, d'Ushuaïa TV, et merci de votre attention. Même sentiment de paix à la lisière du village. Les jeunes filles cueillent l'urucum, comme leur mère et leur grand-mère, et des lignées d'ancêtres avant elles. Puis elles vont se peindre le visage. Ce rituel, c'est celui léger de la beauté, de la coquetterie. Des gestes fragiles, précieux, de plus en plus rares. Beaucoup de jeunes se détournent de leur culture. Quand Raoni ne sera plus là pour veiller sur la forêt et ses enfants, qui maintiendra la cohésion des 7000 Kayapos ? La forêt, les rivières, les fleuves, il faudrait que rien ne change. J'aimerais que tout cela reste naturel. C'est cela que je veux pour les Kayapos. Pour qu'ils restent Kayapos. Je veux rien d'autre. C'est ça notre bonheur. Angel kute prinde imakano mono ko de ba mi omo. Merci Yopa, merci Raoni. Merci à vous tous de nous avoir accueillis ici dans votre village, de nous avoir ouvert votre forêt. J'ai envie de vous dire, vous savez, nous sommes de plus en plus nombreux à nous battre avec vous. J'ai envie de vous dire, les Blancs ne sont pas tous mauvais, loin de là. Mais il y a une petite minorité qui pille et qui saccage à la place de tous les autres. C'est une machine un peu folle, et ils ont les commandes. Mais j'espère que les peuples et la sagesse vont reprendre le pouvoir. J'espère surtout que vous pourrez préserver longtemps votre manière unique d'être au monde. Nous avons tant de choses à nous échanger. Ici, je me sens comme un enfant qui doit tout réapprendre avec vous.
Bon, il faut que je fasse un stage chez les Kayapo. Ah oui, ça s'est fait à 5 cm près. Oh, touché. Bravo. Ah oui, j'ai quand même quelques milliers d'années d'expérience. Écoute-moi, mon frère. Je voudrais te confier une mission au sujet de la menace qui pèse sur nous. D'un côté, le grand barrage qui va noyer nos terres, et de l'autre, les fermiers, les forestiers, qui sont à moins de 15 km au-delà de notre rivière. Tu vas emporter cette carte avec toi. Elle te montre la menace qui pèse sur nos terres. Nos territoires se rétrécissent à vue d'œil. Nous voulons faire reculer ces frontières blanches qui nous enserrent. Mais j'ai l'impression qu'on ne nous entend plus. Essaye de faire quelque chose pour nous. Notre combat doit continuer, mais je commence à être vieux. Oui, mais tu as l'air d'un jeune homme. Raoni, je vais me battre avec d'autres. Je ne sais pas quand on réussira, mais on réussira à un moment ou à un autre. J'espère que la prise de conscience qui a démarré depuis 20 ans va exploser dans les années qui viennent. Moi aussi. Pour sceller paroles et promesses, les hommes et les femmes entrent dans la danse. Dans le meilleur des mondes Kayapo, les cérémonies s'enchaînent et sont en or pour maintenir le lien social en permanence. Elles sont de plus en plus rares aujourd'hui. Les jeunes leur préfèrent d'autres fêtes. Les Indiens auront subi pendant presque un demi-millénaire toutes les agressions possibles et vous n'avez jamais de répit. Vous pourrez au moins, par reconnaissance de tout ce qu'on vous a fait subir jusqu'ici, vous foutre la paix à un moment ou à un autre. Peut-être pas dans un esprit de culpabilité, mais au moins dans un esprit de responsabilité. Il y a peut-être un moment où il faut que ça s'arrête. C'est le message qu'il faut entendre ici. Si on était capable de croiser ce qu'il y a de meilleur dans la société occidentale, la démocratie, les droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des enfants, le sens de la critique, de l'autocritique, avec ce qu'il y a de meilleur dans la société indienne, c'est-à-dire le respect de la nature, la solidarité intergénérationnelle, la solidarité avec le vivant. Peut-être qu'au XXIe siècle, on pourrait ensemble faire un magnifique saut qualitatif. Regarde. Voilà. Merci.
En route pour Manaus, où se joue une phase décisive des luttes Kayapo. Raoni et Nicolas survolent le fleuve sacré des Indiens. Ils contemplent, émerveillés, les eaux libres. Mais libres, pour combien de temps encore? S'il le faut, le dernier des grands chefs indiens ira jusqu'au bout. C'est écrit.